Bonjour professeur. Monsieur Kouladi. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alhamdulillah. Alors nous allons vous poser quelques questions à propos de la situation actuelle du pays. Mais avant cela, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Je m'appelle Clément Amir. Je suis Mianka de Koutiala. Je suis le premier garçon d'une fratrie de 15 frères et sœurs. J'habite à Bambouillou. Je suis ancien chercheur. Du coup, je suis le président de la plateforme de lutte contre la corruption que j'ai fait bientôt 2 ans et demi. Donc, le travail consiste à traquer les délinquants de la République et les mettre à la disposition de la justice. C'est quoi votre avis sur la situation actuelle du pays? Bon, la situation actuelle du pays, il y a deux choses. C'est que il y a la tension d'un côté, parce que les choses ne fonctionnent pas comme tout le monde veut. Et puis, toutes les façons, les choses ne fonctionneront jamais comme tout le monde veut. La deuxième partie, c'est que les hommes politiques pensent que tout le problème du Mali doit se régler politiquement. Or, il se trouve que si les partis politiques ou les hommes politiques étaient la solution de ce pays, on ne s'en serait pas là. Donc, ça veut dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une idéologie obscurantiste qui consiste à voiler le regard sur la réalité, à amener les Maliens, parce que nous sommes majoritairement analphabètes, à nous amener dans une sorte de labyrinthe de mensonges, de démagogie, de corruption, et qui fait que du plus haut niveau, depuis le sommet de l'État, jusqu'au plus bas niveau, il y a 98% des agents publics de l'État qui volent. Pour ne pas dire que tout le monde vole, mais 98% des agents publics maliens volent. Et puis la présidence, ça commence à voler jusqu'au ministère. Il n'y a aucun service au Mali, aucun département malien qu'on puisse citer aujourd'hui où on ne vole pas. Le Mali, en tout cas, nous avons un report, le report du mensonge, le report de la contention, le report de la démagogie et le report de la corruption. Ça, il faut le connaître. Maintenant, la deuxième chose qui ne va pas, c'est que nous pensons que la transition est une providence. C'est vraiment dommage que les gens attendent tellement de la transition, que tout va changer, tout va tomber du ciel. C'était toujours le problème du Mali. Modibo Keïta, déjà en 1960, a eu ce problème. C'est que Modibo Keïta a pris l'indépendance. Tous les Maliens pensent que l'indépendance, les blancs sont partis, on ne va même pas travailler. Il y a des pommes, il y a des oranges, il y a des boissons, tout va tomber du ciel. Ce n'est pas vrai. Il faut travailler, il faut travailler dur pour changer et préparer la vie. Moussa Traoré est venu, il a parlé Modibo Keïta pendant 23 ans. Moussa Traoré a été obligé de mettre beaucoup de gens en prison, de tuer des gens, pour que le Malien se calme un peu. Et finalement, Moussa Traoré est tombé en 91 parce qu'il y a un soulèvement contre Moussa Traoré. Et c'est toujours le même cas. Amadou Touré, il déclare toujours le même cas parce qu'on attend trop de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Pour le cas du c'est l'exception parce que le gars n'a rien fait du tout. Pour les autres, quand même, quand bien même ils ont fait un peu, le peuple attend trop souvent. Parce que c'est l'esprit de notre culture. C'est culturellement, on est dans la royauté, le roi c'est le représentant de Dieu, le roi doit tout faire, le roi doit tout réfléchir, le roi doit tout exécuter, le roi doit prendre la décision. Le roi c'est le propriétaire de tout. Et nous sommes encore dans notre culture génétique. Nous sommes encore soumis à cette mentalité que un chef de l'État c'est celui qui doit tout faire. Depuis quand vous avez vu un chef d'État qui peut changer un pays? C'est pas un chef d'État qui peut changer un pays, c'est tout le monde qui change un pays. Quand le président de la République prend la décision de lutter contre la corruption, quand le policier que vous voyez dans la rue, qu'on va même filmer, qui prend 5 000 francs, et l'agent même de son ministre, j'espère qu'il a remboursé l'argent du ministre colonel Koné, qui a donné l'argent pour qu'on puisse donner à un policier qui refuse de donner une moto. Quand vous voyez que les Maliens sont capables de ne pas payer les vignettes pour une moto, mais de donner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, jusqu'à 10 000, 15 000 francs dans l'année, il faut aller quand même chercher à résoudre cette équation. Pourquoi vous donnez 10 000 francs, 15 000 francs pendant l'année, vous n'êtes pas capable de donner 6 000 francs. Ça relève des idioties quand même.
on est arrivé à un pays où on a l'impression que la production a été culturalisée. Donc le grand problème du Mali, pour terminer, c'est que le Malien n'est pas encore capable de se rassembler parce qu'il faut la révolution des menus, il faut que les pauvres, les démunis, les victimes se rassemblent en un grand bloc révolutionnaire pour faire changer le système. C'est pourquoi il faut aujourd'hui, même dans la fonction publique, faire en sorte qu'il ne suffit pas de savoir d'écrire et de passer un concours de la fonction publique ou des fonctionnaires. Il faut d'autres critères de moralité pour avoir un fonctionnaire. Il faut d'autres critères de moralité pour être militaire. Il faut d'autres critères de moralité pour être nommé à un poste comme ministre ou comme chef du département, comme président de la République. Moi, je vais jusqu'à dire que il faut peut-être faire jurer les gens sur le Coran, parce que le Coran est sacré. Tu poses ta main sur le Coran, sur le Yati, etc. Tu poses ta main sur le Coran, tu jures sur le Coran, que si tu voles l'argent du Mali, si tu tries, si tu trompes, si tu mens, que le Coran te détruit et détruit toute ta famille. Tu jures sur la Bible. Peut-être que c'est ça la solution. Et celui qu'on trouvera en train de voler, que le vol soit inscrit dans le pénal, c'est-à-dire considéré comme un crime au Mali. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pour juste dire que oui, mais quelqu'un qui a volé, il va en prison, il va payer une caution. Mais depuis quand vous avez vu dans un pays, quand tu voles 10 milliards, tu rembourses 3 milliards, et après, on te libère, on dit que tu es le musulmanin parce que tu es passé en prison, tu es sorti de la prison, tes ennemis sont mis en prison, et Dieu a fait que, par la grâce de ta mère, tu es sorti de la prison. Et donc, les voleurs au Mali, c'est l'excellence du vol. Les voleurs au Mali sont les enfants bénis, les voleurs au Mali sont les enfants qui sont riches, les voleurs au Mali, c'est les enfants des femmes débrouillées, les voleurs au Mali, c'est les gens qu'on respecte, les voleurs au Mali, c'est les gens qu'on respecte. Tu voles 10 milliards, tu donnes 3 milliards de cochons, tu sors, tu es tranquille, parce que jamais une liberté provisoire n'est retournée en prison. Voilà l'état de ce pays. Ce que je pense de ce pays, c'est la décadence. Ce que je pense de ce pays, c'est le mensonge, c'est la corruption. Ce que je pense de ce pays, c'est la tromperie. Ce que je pense de ce pays, c'est la lâcheté d'une bourgeoisie intellectuelle qui n'est pas capable de dire la vérité aux autres gens. Et ce que je déplore dans ce pays, c'est que les religieux aujourd'hui doivent renoncer à leurs grands boubous pour descendre dans la rue pour dire on n'est pas d'accord avec la gestion du pays. Pas que les religieux qui veulent avoir le pouvoir, mais les religieux qui imposent au pouvoir la bonne exécution pour la bonne gouvernance. Et les griots aussi doivent assumer. Je veux dire à tout le monde que tout le monde est un bon fils, père musulman. Les griots doivent commencer à dire que c'est l'argent, mais c'est le voleur, nous on ne cherche pas ces lois. Mais dans ces pays où tout le monde est devenu matérialiste, tout le monde veut lécher les miettes, et qui fait que personne ne peut dire la vérité. Le seul problème du Mali, pour résumer tout ça, c'est le manque de vérité et de sincérité. Nous mentons, nous ne sommes pas sincères. C'est quoi le rôle du PPT dans cette crise? Le rôle de notre plateforme dans la crise, c'est que nous sommes une plateforme, nous sommes un ensemble d'associations. Notre rôle, c'est de dénoncer ce que je fais tous les jours. Notre rôle, c'est d'aller chercher des informations. Aujourd'hui, nous avons plus de 900 personnes qui sont nos lanceurs d'alerte, qui sont via les services, qui nous donnent des informations. Même aujourd'hui, je vais avoir un dossier de ACI, Amdalek, pour continuer notre enquête sur les bâtiments qui appartiennent à des fonctionnaires qui n'ont même pas le salaire de 300 000 francs ou 400 000 francs, mais qui construisent des immeubles à 3 milliards, 4 milliards. Et il y a aussi ACI à Sutiba, où il y a tout un quartier pour les douaniers. Et je suis en train de mener l'affaire comment un douanier peut construire une maison à plus de 100 millions, alors que son salaire n'atteint pas 300 000 francs. Et quand tu calcules même les primes, il n'atteint pas 2 millions par mois, comment il peut construire une maison de 200, 300 000 francs, c'est pas 60 millions de francs, c'est pas. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enquête. Notre rôle aussi, c'est de mettre la pression sur les structures qui sont des structures budgétivores qui fonctionnent comme l'OCLI. Mais l'OCLI ne sert à rien du tout, mais le problème, ce n'est même pas la structure, le problème, c'est Moumouni Djilo qui ne sert absolument plus rien dans ces pays, en tout cas dans cette institution. Les choses sont claires. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Moumouni Djilo, c'est un grand frère à moi. Mais quand il ne sert à rien, il ne sert à rien, il faut le dire. Moumouni Djilo est un poison pour le pays, est un poison pour la lutte contre la corruption. Il se promène avec des dossiers pour aller montrer sa chef, Ousmane Baran Aïdra. Et puis quand c'est Aïdra qui doit savoir s'il vole, s'il ne vole pas, Aïdra le sait. Est-ce que Moumouni a besoin d'Aïdra pour prendre ce dossier à la justice? Non, il ne donne pas le dossier à la justice. Il va aller montrer le dossier à Aïdra pour aller pleurer
sur le boubou d'Aïdra, pour dire Aïdra, s'il te plaît, je tous les boulets, est-ce que tu peux m'aider? Ce n'est pas Aïdra. Moi, je donne un conseil à Aïdra, c'est de foutre à la porte tous les escrocs qui viennent le voir pour lui dire je ne veux pas me mêler dans vos affaires. Allez-y faire votre travail. Moun gagne 4 millions et 2 000 par mois, il n'a pas besoin d'Aïdra pour faire son travail. La loi a donné tout le pouvoir à Moumouni Guino pour que Moumouni Guino puisse enquêter, informer, interpeller, déposer des plaintes et informer le public. Moun Guino veut faire une conférence de presse pour dire voilà la liste des gens qui ont volé, voilà les preuves. Non, il reste à côté, il va devoir Aïdra pour dire. Parce qu'il veut manipuler Aïdra, il va avoir la faveur d'Aïdra parce que Moun Guino, son seul souci, c'est son côté. Ce n'est pas le crédit ici. Ce n'est pas le Mali son souci. Son souci, c'est son poste. C'est pour garder ses 4 millions et demi et les avantages et les primes de déplacement et les primes de réunion, les primes de ci, les primes de ça. Mais depuis quand vous avez vu un patron de la lutte contre la corruption qui, pendant 5 ans, il a touché 285 millions de francs CFA de rémunération, son salaire. 285 millions de francs CFA, Moun Guino a eu ça dans sa poche. Moun Guino a arrêté 3 personnes. Alors, l'image est très simple. C'est comme vous mettez quelqu'un sur un fleuve, rempli de poissons, vous lui donnez le filet, il lance le filet, rempli de poissons, mais son filet ne sort qu'avec 3 poissons, mais le filet n'a pas de défaut, et le filet est rempli de poissons. Il faut changer de lanceur de filet, c'est Moumouni, c'est qu'il ne sait pas pêcher. Au Mali, comment tu vas arrêter 3 voleurs, alors que dans toutes les rues, dans presque chaque maison, il y a un voleur. On n'arrive pas à comprendre. Quand tu prends les fonctionnaires maliens, tu prends tous les services maliens, dans chaque service, 2 Maliens sur 3 volent ou a déjà volé. C'est aussi simple que ça. Mais Moumouni ne peut pas arrêter les gens, il va chez Aïdra, le prêcheur, pour montrer les photos. Parce qu'il veut manipuler Aïdra, il veut qu'Aïdra pense que oui, il est bon, mais on l'empêche de travailler. Si on t'empêche de travailler, tu démissionnes. Tu vois, c'est ça la vérité. Comme Aïdra, lui, il est prêcheur, il connaît les trucs de Dieu, là, il ne connaît pas les escroqueries, les intellectuels, il ne connaît pas ça. Donc moi, je l'explique. Au Mali, quand on t'empêche de travailler, tu démissionnes. C'est ça la vérité. C'est aussi simple. Mais celui qui t'approche à ton poste, qui prend l'argent du peuple, tu n'as pas de résultat, tu vas le pleurer, ça s'appelle des escroqueries. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des choses qui ne vont pas au Mali. Maintenant, le bureau du bureau international. Notre rôle, c'est aussi de dire aujourd'hui qu'il faut réformer le légal en chiffres, de faire des poursuites judiciaires. Je vous donne un exemple. Quand une institution doit faire un rapport pour aller embrasser et faire des bisous au président de la République, qui par surcroît est le numéro 1 du vol dans ce pays, parce que les chefs d'État maliens sont les plus corrompus. Donc tu donnes à l'homme le plus corrompu un dossier de corrompu. C'est comme si tu donnes à un chef de grain le dossier d'un grain, mais il va le mettre où là sur le tiroir. C'est ce qui se passe. C'est pas compliqué, Madame Konati. C'est qu'on prend le dossier, on donne le dossier de voleur au plus grand voleur. Le patron de voleur, souvent c'est le président du Mali. Donc, tu prends le dossier des petits voleurs. Parce que ceux qui volent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, le patron c'est le président même. Donc, tu prends le dossier des petits voleurs, tu donnes au patron des voleurs pour les poursuivre, ils mettent dans les tiroirs. Donc, le bureau du conseil général ne sert à rien. Parce qu'il travaille et comme pour arrêter les voleurs, il va donner au chef de voleurs. Ça ne va pas. Donc, ça aussi, ça ne sert à rien. Bon, le pôle économique avant, quand Kassougé est arrivé, il a arrêté les gens, moi on était contents, moi je les supporte. J'ai crié partout, vu mon Kassougé. Et depuis que est tombé, il n'y a plus personne qui a été arrêté. On n'entend plus rien de moi aujourd'hui. C'est Général Yamoussa. Général Yamoussa a dit que Boubé a volé. Boubé a acheté des chaussettes à 30 000 francs, 20 000, 30 000 francs, alors que les chaussettes, ça coûte même pas 750 francs. Donc, quand Boubé était dans le pouvoir, il y a eu l'achat des aliments militaires. 1230 milliards de l'armée malienne ont disparu. Quand tu prends son livre, c'est le témoignage. Yamoussa parle de Boubé Maïga comme étant l'un des plus grands bandits de la République. Kassougé est là pour arrêter les bandits. Pourquoi Boubé est venu chez lui, il dort tranquille, il tourne dans les mains. Moi je l'ai vu l'autre jour dans une grosse V8 blanche là, il est en train de se promener pour regarder les Maliens. Parce que les gens ne mangent pas trop par jour, parce que pour montrer au Mali qu'on est riche, il faut aller regarder les misères, les misérables, les pauvres. Donc ces gens ils se promènent dans les rues pour nous regarder, c'est comme ça ils sont contents, parce qu'ils disent ah moi j'ai mangé, voilà des gens qui n'ont pas mangé. Moi je suis dans une grosse 4x4 et ils sont sur les 4x4, les 4x4.
Et moi, mes enfants sont aux États-Unis, les enfants maliens, ils vont à Kavala, ils vont sur la colline du Niania, et voilà. Donc, ils sont des riches maliens, les grands voleurs maliens, ils se promènent dans les rues pour nous regarder en train de mourir à petit feu. Mais j'ai vu Bouvet l'autre jour, il se promène, il ne s'inquiète pas. Mais il a raison, Bouvet. Parce que dans un pays où tu es cité dans une affaire, qu'on ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas t'interpeller, c'est quand même grave. Donc, moi, nous, on demande à Mamadou Kassogué de faire bien son travail. C'est un bon magistrat, il faut qu'il s'exécute. Il s'exécute quoi? C'est au nom du peuple malien qu'il va faire ça. Et l'histoire retiendra que Mamadou Kassogué a arrêté Bouvet Maïga. Je n'ai rien contre Bouvet Maïga. Je le respecte. Je respecte. Moi, je n'ai pas peur de lui. C'est les hommes politiques qui ont peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Je n'aurais jamais peur de lui. Jamais de ma vie. Moi, je le respecte, je le respecte. Mais là, sur la question de la République, Bouvet doit porter plainte pour diffamation, ou si Bouvet garde le silence, si Bouvet est le plus grand voleur de la République. C'est aussi simple que ça. Yamoussa parle, Bouvet ne dit rien, mais Kassogué doit prendre le dossier et dire, bon, allez-y, me chercher Bouvet. Bouvet est justement en garde à vue, le temps de faire l'enquête. Pourquoi Kassogué ne fait pas ça? Qu'est-ce qu'il attend? Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui le bloque? C'est Kassogué, il est l'avocat du ministère public, c'est-à-dire il est l'avocat du peuple malien. Sinon, Kassogué sort, il nous dit pourquoi il y a le silence. C'est Kassogué nous explique parce qu'il est fait avec notre argent. Donc il fait notre travail. Il est là pour nous. Nous, on lui fait confiance, mais il faut que nous montre qu'il mérite la confiance. Pourquoi avoir démissionné du M5? Non, moi je n'ai pas démissionné du M5, j'ai pris un petit écart. M5, pour démissionner, il faut être inscrit. Moi j'ai créé M5 dans ces salons. Vous êtes assis à la place de Cheikh Omar Sissoko. Quand on a créé un M5, il y avait Cheikh Omar Sissoko, il y avait Aliou Sankharé, il y avait Baba, il y a Timo Omega et Clément Dané. Voilà les 5 personnes qui ont créé M5 dans ces salons. C'est sur le même fauteuil. Et vous êtes assis à la place de Cheikh Omar Sissoko quand on a créé M5. Et là, moi je suis assis à la place de Timo Omega et moi je suis assis là. Et Papa était là et Aliou était là. Ils sont venus me voir, on a parlé du pays, on a parlé de la création d'une structure qui va appeler tout le monde. Et la structure, ça s'appelle EMK. C'est moi qui ai donné le nom de Espoir Maïvoire. C'est moi-même qui ai dessiné le logo de Espoir Maïvoire. Pour dire que Cheikh Omar Sissoko est le fondateur de M5. Baba Traoré est le fondateur de M5. Aliou Sankharé est le fondateur de M5. Tchomo Omega, fondateur de M5. Clément Dané, le fondateur de M5. Les autres sont venus après pour s'ajouter à nous. Maintenant, je ne peux pas démissionner. C'est comme si tu dis qu'un chef de famille a démissionné de sa famille. Non. Je suis le chef de famille de M5. M5, c'est une grande famille. Mais moi, je vous dis des choses. M5, c'est le peuple malien. Si tu démissionnes de M5, tu as démissionné du Mali. Et ça, je ne peux pas le faire. C'est comme si tu dis que tu vas transformer une chèvre en âne. Ce n'est pas possible. Une chèvre, c'est une chèvre. Donc, moi, je suis M5, je reste M5. Mais je ne suis pas M5 de mensonges, M5 politisé, M5 de tromperie, M5 de trahison du peuple. Ça, tu ne verras jamais Clément sur cette scène. Je ne suis pas le M5 qui cherche un poste. Je ne suis pas le M5 qui sort pour crier dans le vide. Je ne suis pas le M5 qui est là pour faire le mensonge. Je ne suis pas le M5 qui est là pour tromper le peuple. Je ne suis pas le M5 qui est là et qui a des intentions cachées. Moi, je suis le M5 qui est sorti pour dire que la mauvaise gouvernance, il faut le faire tomber. Et quand il veut pas tomber, on va faire la veille citoyenne. Et nous ne sommes pas là pour occuper un poste. Et je ne suis pas le M5 qui envoie son CV pour devenir Premier ministre. Vous savez, à un moment, on va être accusé de vouloir être Premier ministre. Moi, je vais être président du Mali, je ne vais pas être Premier ministre du tout. Donc, on va être accusé, et Dieu présente bien les choses. Ceux qui m'ont accusé, qui ont voulu les diffamer, c'est ceux-là même, la plupart, pas tout le monde, qui ont envoyé après les CV pour postuler comme dans une entreprise, pour postuler pour être Premier ministre. Moi, je n'ai pas postulé. Mon CV n'était pas là. Je n'ai jamais postulé pour avoir un poste. Et j'ai la preuve que j'ai refusé 3 fois d'être ministre au Mali. Parce que mon travail, ce n'est pas d'aller partager des gâteaux et lécher entre mes doigts des petites nièces qui tombent. Ma dignité ne me permet pas. Et moi, je suis le M5 qui veut tout simplement regarder que chaque fois que ça ne va pas, on dénonce. Et quand on dénonce, ça ne suffit pas, on descend dans la ville. Le boulevard de l'Influence nous attend tous les jours. Je suis le M5 qui veut que ceux qui sont morts pour M5. Bon, vous allez voir qu'ils vont sortir cette revendication bientôt, ils vont copier ça parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. Donc je vais leur donner une idée. Il faut qu'ils sortent pour exiger à ceux qui sont morts pour M5 que le jugement ait lieu, qu'on arrête les auteurs du crime des gens
qu'on a fait sortir. On a tué des gens pendant les manifestations du 10, 11, 12. Que la justice soit faite. Justice c'est M5 là. Et vous allez voir, ils vont mettre ça dans les revendications. Je suis le M5 qui lutte contre la corruption. Il y a eu 230 milliards qui ont été détournés. Il y a des avions plus au sol. Il y a l'achat de l'avion présidentiel. Il y a eu beaucoup de scandales sur l'État. Je suis le M5 qui veut que, avant la fin de cette transition, que la vérité éclate au grand jour, qu'on arrête les bandits de la République. Je suis le M5 qui veut la santé pour tous les Maliens. Le M5 qui veut des infrastructures. Le M5 qui veut qu'à chaque fois qu'il y a la coupure d'électricité, on donne des consignes à tout le monde, vous sortez dans vos quartiers, vous barricadez les routes, vous brûlez les pneus et vous faites la désobéissance civile. Dans chaque quartier, il y a la coupure d'électricité parce qu'on en a marre de cette énergie du Mali et médiocre qui ne sert à rien du tout. Moi, je suis chez M5 là. Pas le M5 qui dit, avec nous, on veut devenir M5 RSP a dit, si on ne le considère pas. Mais il n'y a pas à considérer. Moi, je m'en fous d'aller à Katif pour demander un poste. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, chaque fois que le peuple malien souffre, nous devons sortir et nous allons réclamer notre droit. Je suis le M5 qui revendique son droit et non pas le M5 qui revendique un poste. Voilà la différence. Si vous ne voyez pas, madame, vous ne m'entendez pas dans ces derniers temps, la M5, parce que tout simplement, il y a une déstructuration, il y a un détricotage de notre idéologie qui fait que quand tu ne veux pas avoir la cuisse, tu ne fréquentes pas les chiens. Et que pensez-vous de la grève actuelle de l'UNTM? L'UNTM, la grève est légitime. La grève est légitime. Il n'y a pas un moment pour faire la grève. Moi, je soutiens la transition, mais il n'y a pas un moment pour faire la grève, ne pas faire la grève. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais ce n'est pas le moment. C'est quel moment pour faire la grève? Après la mort, donc il n'y a pas à aller dans la tombe pour faire la grève. Non, il n'y a pas de moment pour faire la grève. Et la grève de l'UNTM, c'est légitime. Et c'est légitime. Et ce qu'on demande maintenant à l'UNTM, c'est de calmer un peu le jeu, d'apaiser pour qu'on essaie de discuter et trouver la solution. Moi, je les invite à rencontrer le gouvernement. Parce qu'apparemment, il y a un idiot, soi-disant intellectuel, qui est parti les menacer. Il dit qu'en instant, on va vous mettre en prison. Franchement, dans ce pays, il faut que les gens retournent à l'école. Parfois, faire le concours d'apprentissage public, il faut les retourner à l'école pour les apprendre pendant 1 an et demi. Moi, je propose ce qu'on appelle le service minimum intellectuel dans ce pays pour les cadres dans ce globalisme. Quand tu vois certains cadres qui se permettent, dans une négociation, d'insulter notre parti, il faut qu'ils retournent à l'école pour apprendre ce que c'est la négociation. Il y a une matière qu'on appelle la négociation dans les écoles de management. Quand on nomme quelqu'un, il faut qu'il fasse ça. Donc pendant 1 an et demi, il retourne encore à l'école pour apprendre ça. Et de temps en temps, parce que comme il n'y a pas beaucoup de neurones dans leur cerveau, il faut actualiser leur cerveau. Parce que c'est quand même dommage que l'UNTM est dans une position de force. Ça, il faut le dire. Ils sont majoritaires, ils sont dans une position de force. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de regarder la bonne volonté des Bandao, de regarder la bonne volonté de ceux qui, et de négocier, de s'asseoir pour discuter et qu'on trouve la solution. On va trouver la solution entre nous Maliens, on ne peut pas détruire ce pays. La grève, elle n'est pas bonne pour l'UNTM, elle n'est pas bonne pour les salariés, elle n'est pas bonne pour l'État, le gouvernement, et elle n'est même pas bonne pour la population. Donc, Katile est là aussi pour défendre l'intérêt du peuple malien, et moi je pense que Katile est intelligent, il est sage, il va ramener sa troupe sur la table de négociation pour qu'on discute, qu'on trouve. Ce qu'on peut faire ici, on va le faire. Ce qu'on peut faire après, on va le faire. Et s'il y a des inégalités, on faut corriger ces inégalités. Il n'y a pas honte de dire qu'il y a des inégalités. Et effectivement, il y a une inégalité qu'il faut dénoncer aujourd'hui. C'est que s'il y a certains qui doivent déclarer leurs biens, non, tout le monde déclare ses biens. Moi, je suis dans la lutte contre la corruption. Depuis quand vous avez vu qu'il y a une partie au Mali qui ne déclare pas ses biens? Non. Moi, je m'attendais à ce que le magistrat fasse grève pour obliger qu'ils déclarent les biens. C'est moi qui m'attendais à ça. Au lieu de dire non, mais nous, on a un corps exceptionnel, mais ils pensent que les gens n'ont pas été à l'école. Ils pensent que les gens n'ont pas été à l'école. Ils oublient qu'il y a des grands intellectuels dans ces pays qui savent de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de corps exceptionnel ou machin, etc. dans le cadre de la déclaration des biens. Donc, ils déclarent les biens et qu'ils essaient de respecter le peuple malien, et que les militaires déclarent les biens, les magistrats déclarent les biens, les députés déclarent les biens, tout le monde déclare ses biens, pour que finalement on se rende compte que nous sommes tous traités sur le même pied d'égalité. C'est aussi simple que ça. Donc au lieu que les magistrats se révoltent, au lieu que les magistrats fassent grève
pour dire que nous, on veut déclarer nos biens. Si l'État ne nous demande pas de déclarer nos biens, nous allons arrêter de travailler. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. La justice est le garant, la garantie de la démocratie. Et quand la justice ne fonctionne pas bien, la démocratie piétine. Quand la démocratie piétine, la République tombe. Les juges doivent être exemplaires dans ce pays. Il y a des très bons magistrats qu'on a fait dans ce pays, mais il y a des très mauvais magistrats dans ce pays. Tu te demandes comment ils sont devenus magistrats. Tous les jours, on voit des cas de corruption, tous les jours, on voit des cas de mensonge, tous les jours, ce sont des petits voleurs de Jakarta qui vont en prison, mais il y a des grands délinquants, des voleurs de milliardaires qui se promènent devant tout le monde, ils ne sont pas interpellés. Et on peut nous dire que oui, mais il ne faut pas parler, il y a outrage à un magistrat. Mais non. Quand un magistrat vole, c'est un voleur, il n'y a pas d'outrage. Quand un magistrat ment, c'est un menteur, il n'y a pas d'outrage. Il y a outrage lorsque tu insultes la personne de façon vulgaire et non fondée. Mais non, un magistrat qui a volé, c'est un voleur. Un magistrat qui a menti, c'est un menteur. Un magistrat qui est incompétent, c'est un incompétent. Il n'y a pas d'outrage. Donc maintenant, aujourd'hui, on ne peut même pas qu'on parle du mot magistrat dans ces pays. Alors, mais eux, ils mettent des gens en prison qui a dit que c'est pas normal. Quand tu vas au tribunal, on dit il y a ça, hop, 3 ans de prison ferme, 2 ans de prison. Toute la journée, ils sont en train d'enchaîner des prisons. Est-ce que les gens sont sortis une fois pour dire non? Mais quand parmi eux, il y a des délinquants qui acceptent, on dit que parmi eux, il y a des délinquants, il y a des très bons, on les dit, on les applaudit. Moi, je connais des magistrats qu'on applaudit. Je suis en train de dire tout à l'heure que Mamadou Kassougué, c'est un bon magistrat. Mais si à côté de Mamadou Kassougué, il y a des mauvais magistrats qui sont des délinquants, il faut le dire. Un délinquant, c'est un délinquant, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'outrage. Donc il y a personne dans ces pays, le premier magistrat du pays, c'est le président de la République, les gens, et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, on veut couler le bec à tout le monde, on veut museler la parole dans ces pays, il faut libérer la parole, il faut donner le goût de la liberté d'expression. Il ne faut pas faire peur aux gens. Parce que tant qu'on fait peur aux gens, je vous jure que ça va exploser. On a vu dans les pays où on a muselé les gens. Quand ils sont révoltés, ça ne s'exprime pas la violence. Ce n'est pas le droit de les de la frustration et de l'agressivité. Le résultat de toute cette agressivité se résume dans la violence. Félicitations. On a vu ça au Congo. Pendant des années, on n'a pas voulu donner la parole aux Congolais. Quand les Congolais ont libéré les esprits pour parler, ça s'exprimait par la violence, par les machettes. On a muselé au Rwanda. Quand les gens ont voulu s'exprimer, ça s'est passé par les machettes. En Sierra Leone, en Angola, au Burundi, au Libéria, on a essayé de museler les gens, ça s'est toujours fini par les machettes. Je ne le sais pas pour le Mali, mais il faut qu'aujourd'hui, les autorités comprennent qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler, qu'on se cache derrière certains textes pour dire que personne ne doit parler. Je vous jure que le jour où les Maliens voudront s'exprimer, ils s'exprimeront autrement que par la bouche. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc, que tout le monde essaie de revenir à la raison, qu'on laisse les gens parler. Et quand quelqu'un n'est pas bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas une insulte, c'est parce que tu n'es pas bon. Si tu veux être bon, tu n'as qu'à bien travailler. Et moi, je te dis, si les magistrats veulent pas qu'on les critique, qu'ils fassent bien leur boulot. Et nous sommes là pour les soutenir, nous défendons la justice, mais nous ne défendons pas le mensonge, nous ne défendons pas la corruption, parce que tout simplement nous avons peur d'un soi-disant outrage à un magistrat. Ça ne passera pas, ça ne marchera pas dans ce pays. Et tout le monde va parler dans ce pays. Il peut construire de nouvelles prisons. Un dernier mot à l'enfant du Christ. Tout ce que j'ai dit au peuple malien, je n'ai pas avoir peur. N'ayez pas peur, et évadez vos droits, parce que la seule chose qui reste aux Maliens aujourd'hui, c'est le dernier point de notre dignité. Et quand on vous enlève cette dignité, ça s'appelle la honte. Et la honte doit amener l'homme à la mort. Donc défendez votre dignité, faites la révolution des mains nues. La révolution des mains nues, c'est quoi? C'est une révolution qui n'est pas basée sur la violence, mais une révolution qui consiste à balayer le système. N'acceptez jamais personne qui vole votre argent. N'acceptez jamais personne qui détruit l'avenir de vos enfants. N'acceptez jamais personne qui vous affame. Personne qui vous maintient dans la maladie. Personne qui vous maintient dans les mauvaises infrastructures. Ne votez pas pour des voleurs. Ne votez pas pour des milliardaires qui ont volé l'argent du peuple et qui aujourd'hui essaient de se faire une nouvelle argent. Votez pour les gens qui sont dignes. Acceptez finalement que nous sommes des vrais enfants dignes de ce pays qui a tant besoin de tous ses fils
et balayer, nettoyer dans ce pays, s'il faut qu'on fasse par le crâne de quelqu'un, marcher sur le crâne de quelqu'un, que le Mali soit sauvé. Merci beaucoup.